d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin, et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Bonjour! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Andréane Basse. Absolument, Andréane est encore en début de carrière, une carrière qu'elle a débutée à la polyvalente W.A. Lausier en 2011 et poursuivie à la Ligue d'improvisation Chaleur où elle vient de terminer une 4e saison. À l'université, elle joue 2 ans avec la Licume, d'ailleurs membre de son équipe Étoile en 2017, tout en organisant la Ligue d'improvisation secondaire de la péninsule acadienne et en devenant une des arbitres en chef incontournables des quelques dernières années avec des apparitions à la LIS, la LIPS, la LISPA, la LIC, au tournoi du réseau secondaire, aux Jeux de l'Acadie et de la francophonie canadienne et aux Zèbres d'Or, tournoi auquel elle a aussi participé comme joueuse la dernière fois dans la même équipe que moi et Isabelle. Oh. Andréane Basse, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci d'être là. On parlera avec Andréane de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de se développer comme elle a dû le faire sans entraîneur. Alors Andréane, la question est toujours la même là, pour un début d'émission, c'est comment est-ce que tu t'es intéressé à l'impro, comment est-ce que tu as embarqué là-dedans? Ben moi, à la base, en fait, j'étais surtout impliquée au niveau de l'art dramatique. Puis mon frère faisait de l'impro, fait que j'allais beaucoup voir les impro midi, les pratiques, les rares games qu'il y avait dans la péninsule. Fait que quand lui, on était tous les deux en 9e année. Fait qu'en 10e année, j'ai décidé d'essayer dans l'impro, puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Aujourd'hui, c'est tout flippé, là. C'est lui, le art dramatique. Oui, très. À Montréal, puis tout, là. Comment ça se fait, ça? Parle-nous de l'environnement à Tracadie-Shaila en termes d'impro. C'est un environnement où l'impro est très, très, très isolé. On n'a pas beaucoup de soutien ni du côté de la communauté ni du côté de l'école, fait qu'on est très, très laissé à nous-mêmes. C'est sûr, faut quand t'es dans le comité au niveau secondaire, t'as pas de coach, t'as pas d'arbitre autour, t'as très peu de ressources. Surtout quand moi j'étais là, il y avait pas encore beaucoup d'articles de blog pis tout ça pour nous aider, fait que c'était vraiment juste les 6 joueurs de l'équipe pour essayer de s'organiser pour faire de l'impro. Il y avait pas beaucoup de rien pour nous entourer, là. Dans ton sujet, en deuxième heure, dans la deuxième moitié de l'émission, on va parler de comment se développer sans entraîneur. Mais est-ce que c'est vrai que vous aviez aucun entraîneur? Qui est-ce qui allait avec vous autres au tournoi, tout ça? Ben, l'année avant que moi je commence, il y avait encore un entraîneur à Tracadie. C'est la dernière année où il y a eu un entraîneur vraiment expérimenté. Donc, il y avait quelques joueurs dans l'équipe qui avaient eu 1 an de coaching avec ce coach-là, fait qu'eux autres avaient des petites bases de comment faire une pratique. La plupart du temps, pour les tournois, c'était soit qu'un parent nous accompagnait, ou à peu près une semaine avant le tournoi, on réussissait à trouver un ancien de la péninsule qui acceptait de venir avec nous autres comme adulte responsable. On a eu Martin-Michel Bezeau qui est venu avec nous autres une année. Il y a eu le père à Suzy qui est venu avec nous autres à plusieurs amicales. À un moment donné, il y a eu Michael McFarlane qui venait avec nous autres parce qu'il avait gradué. Miguel Brideau est venu avec nous autres à une gogoune. Fait que vraiment comme un mishmash de membres de la communauté. De n'importe qui Ouais. accepte d'être là. Puis Normalement, c'est à peu près la 24e personne à qui on demande qui est comme « Ah oui, je vais faire ça. » Puis là, 2 cette jours personne-là avant le a tournoi. jamais travaillé avec votre équipe. là. Jamais. Fait que comment est-ce que ça se déroule pour toi en tant que joueuse du secondaire dans tout ça? J'avais beaucoup un rôle dans l'équipe où je dirigeais beaucoup les pratiques puis j'organisais l'équipe. On était toujours juste 2 filles, fait que c'était logique que ce soit une des 2 filles qui s'en occupe parce qu'on était obligés de jouer. Puis c'est nous autres qui devaient choisir la rotation des joueurs, qui était pris dans l'équipe, qui venait au tournoi. Fait que vu que moi j'étais obligée d'aller parce qu'on était juste 2 filles, j'avais pas de billet par rapport à quel garçon qu'on amenait. Fait que moi je prenais beaucoup ces décisions-là. Souvent quand on avait une personne qui venait avec nous autres au tournoi, on s'assoyait toute l'équipe peut-être 1 heure avant, puis on disait tous nos points forts, nos points faibles, qu'est-ce qui est bon dans quelle catégorie, pour que la personne avec nous autres sur le banc sache un petit peu comment nous aider, plus ou moins. C'est comme un crash course sur l'équipe. C'était comme, Ouais. voici la personne qui fait nos rimés, voici la personne qui fait toutes les autres impros, bonne chance. Puis toi, là-dedans, comme joueur, comment tu te trouvais? Moi, je jouais très très peu. On avait une équipe avec beaucoup de joueurs qui jouaient beaucoup. Fait qu'à part quand il y avait une rimée, c'était très très rare que j'embarquais dans un impro. J'avais beaucoup plus le rôle sur le banc de faire le caucus, de dire qu'est-ce qui embarquait, de trouver les idées,
diriger de l'impro. Des fois même, je faisais embarquer du monde dans l'impro, mais c'était rare que j'embarquais moi-même. Oui, puis t'avais déjà, à ce moment-là, le surnom de Hobbit. Est-ce que ça, c'est né avec l'impro parce que ça vous prend quelque chose sur votre dos, là? Ou est-ce que t'avais déjà ce... C'est venu un petit peu avec les deux. Mes amis ont commencé à m'appeler comme ça quand j'étais en 11e année. C'est sûr, mes amis étaient beaucoup des gens d'impro, fait que ça s'est très vite relié ensemble. Mais à la base, c'est surtout parce que je suis petite et que je mange vraiment beaucoup. En fait, c'est Scott Cohen qui a commencé à m'appeler comme ça. OK. Alors, on aime toujours se trouver l'origine du surnom. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des surnoms, puis c'est comme, comment est-ce que t'as eu ça? Puis c'est souvent les mêmes personnes, là, qui sont... qui ont décollé, oui. Oui. Oui, dans mon cas, c'est Scott, puis Félix aussi qui avait commencé à m'appeler comme ça, puis ça l'a fait comme une boule de neige, puis maintenant, c'est juste... J'ai plus de prénom, c'est juste ça. Comment est-ce que c'est jouer avec ton frère? Parce que tu viens de nommer Félix de nouveau, là. C'était une grosse partie de mon jeu pendant longtemps, parce qu'on a joué 3 ans ensemble au secondaire, puis 2 ans ensemble à la ligue. Dans les impros, souvent, c'était le fun parce qu'on se comprenait vraiment vite. Souvent, on n'avait pas nécessairement besoin de se parler pour comprendre où est-ce qu'on s'en allait dans l'impro. C'est même arrivé dans des impros que une rime en particulier dont je me souviens où est-ce qu'on a dit en même temps la même phrase, qui était comme 4 strophes de rime qu'on a dit vraiment en même temps sans s'en parler avant. Fait qu'il y avait souvent des petites affaires de même, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Mais au niveau de l'équipe au complet, on avait une très bonne chimie parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Fait que c'est sûr, c'était un petit peu plus prononcé avec Félix parce que c'était mon frère, mais on avait pas mal cette relation-là avec tous les joueurs dans l'équipe. OK, fait que c'est pas comme vous êtes dans votre bubble, non, puis pas les au autres se secondaire. sentent exclus, là. Pas au secondaire. Après ça, la ligue, c'est un petit peu plus ressorti parce que là, on était avec des joueurs avec qui on n'avait jamais joué avant. Mais au secondaire, c'était peut-être un petit peu plus prononcé qu'avec les autres, mais pas beaucoup, là. Parce que vous évoluiez en... Oui, on En a même tous temps. commencé dans les 2 mêmes années, puis même en dehors de l'impro, on était tout le temps ensemble, là. On était tout le temps là. C'était la gang, on était en art drame ensemble, on était dans le conseil étudiant ensemble, on se tenait ensemble entre nos cours, on se voyait à l'extérieur de l'école, on était tout le temps ensemble, toutes les 6, là. Parlons de la ligue. La ligue, oui. Oui, parce que est-ce que tu fais le saut pendant que tu es encore au secondaire ou est-ce que c'est une fois que tu as gradué que tu te joins à la Ligue d'improvisation Chaleur? Ben, on a gradué la même été qu'on a commencé à la ligue. Donc, dans le fond, on a gradué une semaine après que la saison ait commencé. Fait que c'était tout de suite après que j'ai fini le secondaire, là, l'été 2014. Puis là, c'est jouer avec des gens de tous les âges. Oui. Comme tu disais, du monde que tu connais pas, comment est-ce que ça se déroule? Parce que t'as quand même fait 4 saisons, 3 comme joueuse? Ou... 3 comme joueuse, puis 1 comme arbitre, Ouais. ouais. Parle-nous de la ligue, là, ton expérience. Ben, moi, la ligue, c'est là que je me suis rendu compte que quand je joue avec des joueurs qui sont plus avancés dans leur jeu, je suis beaucoup plus solide, puis je trouve ça plus facile d'embarquer dans un impro que quand que je joue, disons, avec du monde qui débute. C'est comme si je me sens plus en confiance parce que les autres joueurs sont plus forts. Fait que si jamais toi, il te manque quelque chose, tu sais que l'autre joueur est un petit peu comme un filet de sécurité. Puis c'est là que je me suis rendu compte aussi justement qu'il y avait une différence entre moi puis Félix encore parce qu'on était souvent comparés beaucoup parce qu'on était frères et sœurs. Je me suis rendu compte que lui était plus confortable quand les joueurs étaient moins avancés puis que moi c'était vraiment le contraire. Tu sais-tu que lui aime plus leader des impros? Puis toi, t'aimes plus suivre? Ou parce que tu sonnes aussi comme si t'étais un leader là, dans Je dirais ton que je trajet? lead aussi quand que je joue, c'est juste que je vais... C'est comme si quand que je sais que le joueur est capable de me rejoindre dans l'impro puis de m'aider à la faire avancer, je vais être plus sûre de moi puis ça va être moins dur pour moi de faire le pas de rentrer dans l'impro. Au début, de rentrer dans l'arène. Parce que c'est ça que j'avais de la misère à faire, moi, c'est rentrer dans l'arène pour jouer l'impro. Pas que j'étais dans l'impro, j'étais correct, c'était de rentrer dedans qui était dur. C'est-tu pour ça que pour longtemps, tu faisais surtout des comparés plutôt que des mix? Je pense que c'est une partie de ça. Aussi, souvent, ça la donnait que je jouais beaucoup de rimés. Souvent, on avait des rimés dans les comparés. Puis comme j'embarquais très peu parce que je m'occupais beaucoup des caucus, souvent, ça la donnait que quand j'embarquais, c'est parce qu'on avait besoin d'une idée qui avait besoin de plusieurs personnes. Fait que là, on embarquait à plusieurs joueurs dans la comparée, là. Mathieu Lewis a une question connexe. Ah oui. Oui, sur Facebook, il nous a laissé la question. T'as accompagné la Ligue à 2 tournois hors Nouveau-Brunswick. Comment cette expérience a augmenté ton jeu, surtout que tu étais âgé de seulement 17 ans à l'époque? Donc, toi, t'as gradué À 16 ans, oui. à 16 ans. Donc, t'es plus jeune, déjà universitaire, t'es déjà plus jeune d'1 an, là, qu'à la majorité. C'est tout. Est-ce que ces tournois-là t'ont aidé à te développer ou il n'y a pas de changement? Je dirais que oui. Une des grosses différences que ça a fait pour moi, c'est que c'est la première fois que j'ai vu vraiment d'autres joueurs très forts en verbomoteur jouer. C'est pas quelque chose que je pouvais beaucoup voir au Nouveau-Brunswick parce que c'est quand même assez rare au niveau du jeu.
Fait que ça m'a vraiment fait un choc quand je suis arrivée au Québec parce que ça m'a fait comme wow, il y a d'autres mondes qui jouent comme moi. Puis c'est dans ces tournois-là, je me suis vraiment rendu compte que je jouais bien avec ce style de jeu-là, puis ça m'a aidé à plus implanter ce jeu. Je jouais déjà verbomoteur, mais ça l'a comme renforcé ma position de je suis vraiment bonne dans ça, puis c'est ça ma voix au niveau du jeu, là. Comment est-ce que tu développes ça, la rime? Si on parle un peu de ton processus. J'ai commencé à faire des rimés, justement, à ce Gyogun-là où Miguel Brideau est venu avec nous autres. Parce que on parlait un petit peu avant le tournoi, puis il m'a regardé puis il a fait, toi tu lis beaucoup, tu fais toutes les rimés à cette heure. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des rimés. Je me suis rendu compte que naturellement j'ai beaucoup de vocabulaire. Fait que manier les mots pour que ça rime, c'était pas dur pour moi, c'est venu vraiment facilement. Si je devais donner un truc pour pouvoir faire des rimés, c'est vraiment de lire ou de faire des choses qui augmentent le vocabulaire en français, vu que c'est la langue française qui est utilisée en Réanne, j'ai assez ça à lire. Oui, mais tu peux aussi écouter des émissions en français pour augmenter le vocabulaire. Oh non, pas du français. Chien! Ouais, tu peux faire comme moi puis parler à ton miroir en rimant le matin pendant que tu places du eyeliner. Ah, mais ça, je veux faire ça, par exemple. C'est très précis Ça, je m'aime pas comme me regarder. Moi, j'haïs me regarder. Mais j'haïs pas rimer. Comment trouves-tu que la lecture a affecté d'autres éléments du jeu aussi? Pas juste le vocabulaire? Je pense qu'au niveau de ma construction d'histoire, le fait que je lis beaucoup a fait que j'étais naturellement forte là-dedans. Parce que vu que je vois beaucoup d'histoires différentes, je lis 1 à 2 livres par jour. Fait que ça fait que, c'est un petit peu ridicule, mais ça fait que naturellement j'avais comme un gut feeling de qu'est-ce que l'impro a besoin, qu'est-ce que l'histoire a besoin pour avancer, qu'est-ce qui fait un bon twist pour qu'une idée normale devienne une idée originale. Je pense que ça, c'est sûr que ça a beaucoup influencé mon parcours aussi, puis la manière que je joue. Mais en termes de rimer, tu lis pas de poésie? Non, T'haïs la poésie? Oh, je déteste la poésie avec une passion. Pourtant, penses-tu pas que lire des poèmes, ça aurait pu être utile? Peut-être. Ah, bon, ben peut-être que... Peut-être que je devrais en lire plus pour encore plus améliorer. Ce que les gens savent pas, c'est que ça fait un bout là, que j'essaye de pousser Andréane à lire... Ben, non, pas à lire plus de poésie, je veux dire, ça vient avec, mais d'apprécier la poésie parce qu'elle dit des choses comme que c'est pas bon. Pour moi, c'est trop un gros blanket statement, cette affaire-là. Ben, si vous avez des suggestions de bons poètes ou, suggérez-les. Alain pas Prévert. Ouais, ça, On a eu une lecture de poésie récemment. Et Prévert était pas, ça rime pas, mais Prévert, vu que c'est court, je pense que c'est souvent des courts poèmes. Ça a plus ou moins bien marché. Oui. OK. Par contre, c'est pas de la poésie, mais j'ai beaucoup de formation musicale. Ah. C'est sûr que j'écoute beaucoup de musique, fait que peut-être que ça aussi, ça l'a aidé avec les rimés, parce que des paroles de chansons, je retiens ça comme ça, là. Ah, ben, ça donne aussi que Alexandre Hébert, colon en chef, sur Facebook, a posé la question suivante, c'est qu'il semble poser des questions par rapport. Mais ce que tu viens de dire, fais-tu partie de la famille basque? Il demande. Oui, effectivement, c'est mon grand-père qui est Gapi. Donc. Ah, voilà. Oui. Donc la musique, ça fait partie de ton... Oui, tout à fait. Puis d'un côté, l'art de la scène aussi, parce que c'est un groupe qui a fait beaucoup de sketchs puis au Nouveau-Brunswick, puis a fait avancer le théâtre puis l'humour dans la région beaucoup. Fait que ça, dirais-tu que c'était quelque chose qui était comme on dit, c'est familial, mais c'est pas pour dire génétique, mais est-ce que vraiment vous viviez dans ça? C'était-tu alentour? Ils ont arrêté de faire les spectacles quand j'avais à peu près 6 ans. Fait que je me souviens pas beaucoup de cette époque-là, mais je sais qu'on était avec eux autres à certains spectacles puis on les regardait. Je me souviens d'être petite avec mon frère puis de regarder les vidéos sur les VHS que ma grand-mère avait pris en vidéo pendant qu'ils les jouaient, là. Puis l'année passée, ils ont fait un nouveau spectacle puis j'ai été les voir puis j'ai fait waouh, c'est de là que vient ma tendance à décrocher. Ils font cette affaire-là que le dernier spectacle à chaque endroit, ils font des pranks un sur l'autre pendant le spectacle. Mm-hmm. Puis je les voyais faire puis j'étais comme waouh, je comprends tout maintenant. Fait que t'as pris ça de décrocher, art de scène, musique, parce que tu joues plein d'instruments. Ouais, j'en joue 6 différents, oui. C'est sûr que j'ai été mise sur scène très jeune, fait que ça l'a fait que c'était naturel pour moi de faire un spectacle devant des gens. C'était pas quelque chose qui sortait de nulle part, là. Qu'est-ce qui est plus facile? Art dramatique, musique, impro? C'est très, très, très différent un de l'autre. Parce que l'impro, tu rentres sur la scène puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire puis il faut que t'improvises. J'aime le sentiment que ça donne, de tu sais pas qu'est-ce que tu t'en vas faire puis il faut que t'inventes quelque chose à mesure. Tandis que l'art dramatique puis la musique,
t'as du temps pour te préparer, t'as du temps pour réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas aborder ton personnage ou ta pièce, comment tu vas transmettre l'émotion que tu veux transmettre. Fait que c'est beaucoup moins spontané, mais je dirais que c'est quand même ça m'a permis de développer des outils qui me sont aussi utiles en impro, parce qu'en ayant fait de l'art dramatique pendant longtemps, mettons que je vais faire un personnage qui est triste, ben je sais plus comment aller chercher les aspects du physique ou du ton qui vont transmettre cette émotion-là. Fait que je pense que même si c'est pas nécessairement la même chose au niveau de la scène, ça m'est quand même beaucoup utile quand que je joue. Y a-tu un lien à faire aussi avec la musique? C'est rare que je joue dans une musicale, mais peut-être que je devrais en faire plus parce que j'ai tellement entendu de musique que souvent j'entends une chanson, puis même si je la connais pas, je peux dire là il va y avoir un changement. Là la musique va changer, là elle va monter, là elle va descendre, là ça va changer de style. Fait que peut-être que je devrais faire plus de musicales parce que je pense que c'est un outil que je devrais plus exploiter. Mais ça me donne beaucoup une connaissance de... Tu devrais juste te mettre dans un coin puis conduire la musique pour les autres joueurs. Faire comme, OK, là, ça monte. Là, tu fais juste là, des là, signes. Mais je faisais ça des fois à Tracadie. J'étais dans le banc, puis il y avait une musicale, puis il y avait de quoi qui s'en venait, puis je poussais juste un joueur dans l'arène, parce que j'étais comme, là, il va avoir de quoi, là. Ah, fait que j'étais garochée dedans, puis les autres étaient comme, ah! Puis là, la musique changeait, puis ils étaient comme, ah! Mais au lieu d'y aller toi-même. Oui. Ouais, c'est vraiment le réflexe que j'avais d'envoyer quelqu'un d'autre que moi. Je pense que c'est peut-être parce que quand je suis rentrée dans l'équipe, il y avait 5 joueurs, j'étais la 6e joueuse qui est rentrée. Fait que pour moi, ils étaient tous un petit peu plus expérimentés que moi, ils jouaient plus que moi. Fait que j'avais souvent l'impression que si je rentrais dans un impro, j'allais le faire moins bien que si je les envoyais eux autres le faire. Fait que j'avais souvent le réflexe d'envoyer quelqu'un d'autre plutôt que de m'envoyer moi-même. Comment ça se passe à l'université? Parce que là, en même temps que t'es en train de jouer à la LIC, tu vas aussi venir à l'université de Moncton. Oui. Campus Chupagan en premier? Oui, pour un Puis an. quand est-ce que t'es à Chupagan? Juste la LIC? C'est Oui. ça? Il y avait pas de... On a essayé de commencer une ligue, puis on était en tout et pour tout 3 joueurs. Ça l'a pas été très loin. Ouais, non, il y avait pas grand intérêt dans la région. Fait qu'à Moncton, comment ça se déroule? Au niveau du jeu, je dirais que c'est assez similaire à la ligue. Ou est-ce que c'est sûr, il y a des joueurs plus forts, fait qu'on dirait c'est moins épeurant pour moi de rentrer. Ça m'a quand même pris une bonne année avant de réussir à me faire assez confiance pour embarquer plus dans un impro. Puis réussir à me dire, sais-tu quoi, si j'y vais, je suis autant bonne que les autres, puis je suis capable de le faire, puis c'est correct que je prenne ma place puis que je joue. C'est une insécurité que tu luttes avec pas mal, Ah ça? oui, beaucoup. Dit-il, sachant très bien la réponse. Oui. Y a-tu quelque chose qui t'a fait un déclic une journée ou c'est juste quelque chose qui est devenu progressivement? Ben, Isabelle, en fait, c'est toi. Ah! Une journée, t'es venue me voir puis t'as dit, à soir, faut que tu rentres dans 4 impro. Puis là, t'as commencé à mettre des petites barres sur ta main chaque fois que je rentrais dans un impro. Puis là, à la fin de la game, tu disais, t'as embarqué dans 4 impro, bravo. C'est comme ça que j'ai réussi à embarquer plus progressivement. Parce que toi, Isabelle, t'as été non seulement t'étais arbitre en chef dans cette ligue-là, tout ça, mais éventuellement, t'as pris Andréane dans ton équipe étoile. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, c'est le moment où je mets Isabelle on the spot, parce que j'ai dit... Excellent, parce que Qu'est-ce qui est bon à propos du joueur qu'on a en entrevue, vu que... Ben puis chaque fois, je devrais savoir que ça s'en vient, puis chaque fois, je fais comme, ah, c'est vrai, il mode tout le temps ça, là, ouais. Ouais. Non, je pense que je voyais quelque chose, ben, je vois encore, dans le passé, à cette heure-là, c'est fini. C'est fini. Quelques Ok, mois ça, passés, je- je le voyais, maintenant. Non, je voyais Andréane jouer, puis je voyais qu'elle avait beaucoup plus de potentiel qu'elle pensait qu'elle avait. Comme je voyais des petits moments de shinage, c'était là, pendant qu'elle jouait, que j'étais comme, ça, si elle pourrait juste prendre ces éléments-là, puis les voir comme, ah, ça, c'était solide, ça, c'était bon, poussons ça plus loin, puis je trouvais qu'elle avait quelque chose. Elle était, comme elle a mentionné, une joueuse qui était vraiment, vraiment verbomotrice. De quoi qu'on a un petit peu moins. On a des joueurs qui sont verbomoteurs, mais sont souvent verbomoteurs et quelque chose. On dirait que ce talent-là est comme divisé dans d'autres affaires aussi. On a tellement rarement quelqu'un qui est comme vraiment purement verbomotrice, comme Andréane Lé. Ça faisait de elle avait un humour qui était le fun à cause de ça. On dirait qu'elle comme back-punchait du monde, qui était vraiment fort, là, tu sais. Que comme, puis c'était tout dans la livraison, c'était tout dans la façon de présenter ça, que elle-même, elle m'a dit une fois qu'elle était comme, je pensais pas que ça allait être drôle, mais là, je l'ai dit, puis là, le monde on rit, puis là, gars, c'était drôle. Mais c'est tout elle avait comme une livraison, puis une verbomotricité, puis la connaissant aussi personnellement, je voyais qu'elle avait vraiment une culture à apporter
à l'impro, des idées intéressantes, créatives, puis je trouvais que ça méritait d'être apporté puis comme poussé plus loin puis ça fait que... Es-tu d'accord avec l'évaluation, Isabelle, Andréane? Je trouve que maintenant qu'elle dit, je comprends beaucoup plus. OK. Parce que, pour n'importe qui me connaît, tout le monde qui me connaît peut savoir que j'ai absolument aucune estime personnelle au niveau de mon jeu. Comme zéro, là. Mais c'est sûr que à force de l'entendre, puis de jouer, puis de me rendre compte de qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas, je suis plus capable de comprendre quand les gens me disent que je fais bien ça, même si je suis pas nécessairement toujours d'accord. Ben, pareil comme toi. Oui, hein? Il y a deux personnes qui se dévaluent en termes de jeu, c'est bien vous deux. Ben, puis je pense que c'est une des raisons que je viens comme attachée à du monde que je sais qu'on a du talent, mais que c'est le blocage mental qui les empêche. Tu as juste le goût de faire comme, je comprends exactement comment tu te sens. Tu vois le talent qui se fait empêcher par le mind killer, comme, tu sais, comme ou juste, tu sais, là, une peur de juste passer par-dessus ce pont-là, puis se laisser aller, puis se faire confiance que le public va embarquer avec toi, tu sais. J'ai vraiment le goût d'aller comme aider ces personnes-là. Puis une chance que tu l'as fait aussi, parce que avant que tu commences à faire ça, vu que j'ai pas eu de coach, j'ai jamais eu personne qui m'a dit ça tu le fais bien, ou qui m'a poussé à embarquer plus, ou à m'aider à progresser. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à débloquer l'année passée sur beaucoup de points. Parce que ça, c'est, en termes de jeu, le point culminant, si on veut, là, à la date d'enregistrement, c'est d'avoir joué dans l'équipe maison Oui. avec nous autres cet été au ZEB. Puis, à mon avis, toi, t'étais notre meilleure joueuse. T'étais la personne qui a le mieux performé, on va dire ça de même. Tout le monde d'autre sont juste comme ah. Non, tout le monde est d'accord avec ça, là, que notre MVP, c'était toi. Mais j'ai senti dans ce groupe-là, dans cette équipe-là, je sais pas, est-ce qu'il y avait comme une surprise par rapport à la façon que cette équipe-là était gérée? Ben, pour Parce moi, que tu jouais pas comme que tu jouais nécessairement dans l'équipe. c'est la première fois que je sentais que tous les joueurs de mon équipe me faisaient vraiment assez confiance pour m'envoyer dans un impro puis penser que j'étais la bonne personne pour jouer cette impro-là. Parce que nous autres, il y avait pas de... C'était pas à propos de comme, on va envoyer... Non, il y a pas de mauvais choix, là. C'est, Non, tu non, rentres, tout tu le rentres monde... pas. Ok, c'est ton tour, là. Moi, mais c'est que vraiment, avant ce tournoi-là, dans toutes les équipes où est-ce que j'avais joué, il y avait toujours au moins un joueur dans l'équipe que je sentais qui trouvait pas que je méritais ma place ou que j'aurais pas dû être là. Puis en tant que personne qui a pas beaucoup d'estime en mon jeu, sentir cette hésitance-là dans mon équipe minait beaucoup ma confiance. Fait que le fait que là, tous les joueurs dans mon équipe me supportaient puis me faisaient sentir que j'avais ma place, ça a vraiment fait une grosse différence pour moi dans la manière que j'ai joué. Bon, on voit vraiment comment l'impact de la confiance, pas juste de leur confiance en soi, mais aussi de son environnement. Puis tu sais, je trouve que c'est aussi vrai du public. Moi, j'ai déjà passé plusieurs années où je disais quelque chose, puis le public ne réagissait pas du tout. Et là, la personne debout avec moi dans l'arène répète mot pour mot ça que je viens de dire, puis là, c'est comme là, puis tu fais comme Francis Thériault, voleur de punch. oh. C'est juste parce que j'espère qu'il écoute. Oui, c'est ça. Il est encore en train de parler du bunker à quelque part, il écoute pas. Mais en plus, faut le dire, là, t'as eu aussi un autre défi pendant tout ce temps-là qui a venu miner ta confiance puis tes capacités de joueuse parce que les gens ont remarqué, qui t'ont vu jouer dans les dernières couples d'années, que tu utilises un micro. Effectivement. On peut peut-être dire au monde pourquoi est-ce qu'on a fait cet accommodement-là qu'on trouvait raisonnable dans ton cas. À peu près 1 an et demi passé, j'ai été diagnostiquée avec un cancer. Ce qui a fait que je me suis fait opérer, puis l'opération a coupé une de mes cordes vocales, fait que j'ai juste une corde vocale qui fonctionne à la place de 2. Ce qui fait qu'aussitôt que je viens avoir besoin de parler fort ou projeter, ça marche pas bien du tout. Déjà, comme là, on t'écoute parler, puis ta voix est revenue à un niveau... Oui. On n'est pas en train de projeter sur un stage, là, mais t'es revenu à un niveau que, après l'opération, là, t'étais beaucoup plus rauque que ça. Là. Oui, ça l'a pris à peu près, je dirais, 6 mois pour que ma corde vocale qui reste réussisse à compenser dans un environnement normal. Fait que si je suis juste dans une pièce ou que je parle avec des gens, tant que c'est pas un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, normalement, je peux me débrouiller quand même assez bien au niveau du volume, là. Évidemment, ça, c'est un choc, Oui. cette affaire-là. Comment est-ce que ça a affecté tes espoirs d'impro? Au début, j'étais pas sûre que aucune ligue me laisserait jouer avec un micro. Fait que je pensais que ça aurait pu être la fin de ma carrière de joueuse, d'arbitre, de tout, là. Dans ma tête, c'était fini, j'avais plus d'impro, là. Puis après ça, quand on m'a dit que je pourrais jouer si j'avais un micro, j'ai acheté un micro. C'était dur de s'adapter au début, parce que
il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il faut que je m'habitue à avoir quelque chose dans ma face, à devoir tout le temps le muter puis le démuter. Le premier micro que j'avais aussi, c'est pas moi qui avait le contrôle dessus, fait qu'il était muté par quelqu'un dans la régie en arrière. Ouf, ça devait être compliqué. Ça, c'était pas plaisant. Mais éventuellement, j'ai eu mon micro à moi avec mon mute dessus que je pouvais contrôler. Fait que c'est sûr, une fois que j'ai eu le contrôle de mon son, ça allait déjà mieux, là. Mais au niveau du son, c'est que c'est bizarre parce que je suis beaucoup plus proche des speakers d'où le son sort que de la majorité des gens dans la salle. Fait que souvent, pour moi, ça sonne vraiment fort. Fait qu'aussitôt que je parle, c'est comme si ça sonne comme 15 fois plus fort que tout le reste du monde. Mais dans la salle, ça sonne juste normal. C'était comme un bizarre de façon de m'entendre pendant que je jouais qui était très très déstabilisant, surtout le temps que je m'habitue que ça sonnait comme ça, là. Y a-tu des comme forces et des faiblesses à avoir un micro? Comme y a-tu quelque chose de fun avec avoir un micro qui permet de faire quelque chose ou? Ben, c'est sûr, j'essaye de pas trop m'en servir comme avantage, dans le sens que mon but, c'est surtout d'être capable de jouer comme une personne normale. Fait que j'essaye de pas trop m'en servir pour pouvoir faire des choses différentes que quelqu'un d'autre peut pas faire. Mais je m'en sers de temps en temps pour si t'as des voix hors champ ou des voix qui viennent d'un speaker ou comme un téléphone, des affaires de même. Je trouve que ça fait un effet plus réaliste que d'aller dans le coin. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire des fois. Puis de quoi que dans le fond, n'importe qui assis dans le coin d'une bande pourrait faire autant. C'est juste ça fait un effet un petit peu plus... Un petit peu plus... je vais éventuellement... Oui, il y a un mime ici que vous n'avez pas vu. Un petit peu plus prononcé était le mot que je cherchais. Voilà. Est-ce que ça, c'est une des circonstances qui t'a poussé beaucoup plus vers l'arbitrage à ce moment-là? Parce que t'es devenu une arbitre plus ou moins dans ces... Je dirais qu'à la base, je me sentais plus confiante en moi-même en tant qu'arbitre qu'en tant que joueuse. C'est sûr que quand j'ai commencé à avoir un micro, j'ai décidé de me concentrer sur l'arbitrage un petit peu au début parce que tu parles moins, t'es plus en contrôle du milieu. Je me suis fait opérer dans le fond au mois de mars. Puis quand je suis arrivée au début de la saison de la Ligue, je savais que j'avais une place dans une des équipes si je voulais jouer parce qu'il y avait un des capitaines qui m'avait dit qu'il me prenait dans son équipe si je faisais les tryouts. Mais Mathieu Lewis m'a offert la position d'arbitre en chef, fait que j'ai décidé de faire ça cette saison-là pour me donner du temps pour m'habituer un petit peu avec le micro, faire moins forcer mes cordes vocales, pis c'est sûr qu'avec les traitements de cancer aussi, mon énergie était pas géniale. Fait que c'est sûr que ça m'a donné une grosse expérience parce que j'étais vraiment arbitre en chef de la Ligue pour tout l'été. Fait que c'est quelque chose qui a certainement fait avancer mon arbitrage plus vite que mon jeu. Mais je dirais qu'à la base, même avant le micro, j'étais plus naturellement portée à arbitrer qu'à jouer. Parce que même avant ça, oui, t'avais arbitré un zèbre d'or. Oui, ça faisait 1 an et demi que j'arbitrais quand je me suis fait opérer. Ouais, plus les tournois secondaires. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'aimes à propos de l'arbitrage? J'aime donner des défis aux joueurs. J'aime pouvoir faire, OK, voici un thème, faites quoi avec, là? Puis là, j'aime aussi, surtout quand c'est au secondaire, j'aime pouvoir les aider à progresser par les commentaires que je leur donne, par les punitions, par les défis que je leur donne aussi dans les games. Vu que c'est moi qui organise la LISPA, la Ligue dans la péninsule, souvent je me sers des catégories que je donne ou des thèmes ou des durées que je donne pour aider les joueurs à progresser dans leur jeu. Puis ça, j'aime beaucoup faire ça aussi, c'est quelque chose que j'aime faire. Souvent la péninsule n'a pas de coach, fait que c'est beaucoup les arbitres dans la LISPA qui va les aider à s'améliorer un petit peu par les interventions qu'ils font. Fait que c'est un rôle que j'aime beaucoup avoir en général. On peut peut-être parler de la LISPA parce que non seulement tu y arbitrais, y as-tu joué aussi? C'est-tu vieux de même? C'est-tu vieux assez que tu y jouais? Oui, la première année de la LISPA, j'étais au secondaire, ouais. Fait que tu y as joué, tu y as arbitré, puis tu as aussi été comme une organisatrice. Oui. Parle-nous de la LISPA. En fait, tu serais la première personne qui nous en parle, dans le fond. Vrai. Ouais. Ça a commencé en 2014. L'année 2013-2014, là. La première saison était... On commence toujours en octobre, puis on finit en juin. Fait qu'on a commencé en octobre 2013 pour finir en juin 2014. Ça a commencé quand, en fait, j'étais responsable du comité d'improvisation à Tracadie. Donc, j'ai invité les équipes de Caraquette puis de Chipagan à venir jouer une game à Tracadie. Parce que moi, ça m'était arrivé plusieurs fois. Comme les premiers tournois que j'ai joués, on n'avait jamais joué une game avant. J'ai su au tournoi qu'il y avait des catégories. J'ai su au tournoi qu'il y avait des points dans l'impro. Comme on avait zéro connaissance de qu'est-ce qu'était une game d'impro. Puis je trouvais que c'était vraiment dommage parce que ça faisait que souvent la péninsule arrivait avec un gros désavantage en tournoi parce que dans le Nord, il y a beaucoup d'entraîneurs solides qui pouvaient guider leurs équipes même s'ils n'ont pas nécessairement des games. Puis dans le Sud, il y avait la liste. Fait que la péninsule, souvent, on arrivait au tournoi, c'était la première fois qu'on jouait une game de l'année. On connaissait rien, puis je trouvais vraiment que c'était dommage qu'on n'avait pas d'opportunité d'essayer d'appliquer notre jeu plus.
Puis t'apprends beaucoup dans le cadre d'un match. Oui, c'est pas la même chose qu'une pratique du tout, surtout si c'est avec une autre équipe. Parce que Talent à part, il y a comme tout le beat. Tu fais plein d'erreurs, puis t'es déconcentré si tu sais juste même pas le rythme d'une game. T'apprends à réagir avec un public, t'apprends à réagir avec un arbitre, il y a beaucoup de choses qui est différentes de juste simuler un match dans une pratique, là. Comme, par exemple, juste tu simules un match dans une pratique, t'as beau diviser ton équipe en deux pour faire une mix, c'est quand même toute la même équipe. Surtout dans une équipe comme Tracadie où est-ce qu'on avait beaucoup de chimie, c'était quasiment comme faire une comparée parce que la moitié du temps, on arrivait avec le même caucus pour commencer notre mix. Fait que ça faisait que, en commençant à inviter des équipes pour jouer des games, ça nous permettait d'apprendre à travailler avec des joueurs avec lesquels on n'était pas familier. À cette époque-là, Daniel Johnson étudiait à Shippagan en première année de DSS, puis je lui ai demandé de venir arbitrer ce match-là. Finalement, Caracat n'a pas pu venir, fait qu'on a juste fait une game de 3 périodes entre Acadie puis Shippagan. Puis après ça, Randy puis moi, on a collaboré ensemble pour organiser des games une fois par mois. Puis c'est comme ça qu'on est venu à avoir la LISPA dans la péninsule. Puis là, c'est la 5e saison cette année. Déjà? Oui. Déjà. Ça passe vite. Vous êtes vieux. Trouves-tu que ça marche en termes de comme... Justement, c'est un impact sur c'est un bon impact sur ces équipes-là? Je peux définitivement voir que les équipes sont beaucoup plus à l'aise de jouer. C'est sûr que c'est pas nécessairement les équipes qui vont toujours le mieux performer, mais je vois quand même une grosse différence au niveau de comment les joueurs réagissent dans une game. Pour eux autres, c'est presque rendu naturel maintenant de pouvoir jouer une fois par mois. Puis chaque fois que j'arrive à une LISPA, je vois qu'ils ont tellement hâte de pouvoir jouer. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine de faire le 6 heures de route, puis l'organisation, puis tout le... Ça vaut tellement la peine juste pour voir la hâte dans leurs yeux de pouvoir jouer une game. Je trouve ça intéressant que tu aies un regard aussi pédagogique parce que t'es aussi une des personnes qui fait les plus d'évaluations d'arbitre que je pense depuis qu'on a un processus d'accréditation. C'est-tu quelque chose comme le développement des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Ben, c'est sûr que oui, parce que plus que chaque cercle est développé, plus que l'impro au Nouveau-Brunswick va être forte. Fait qu'en aidant à développer autant les joueurs que les arbitres, ça l'aide à solidifier le réseau. C'est sûr que je suis venue à faire beaucoup d'évaluations parce que je suis toujours dans toutes les games des games qu'il y a, là. LISPA, LIPS, toutes les occasions de faire ton stage d'arbitrage. Exactement. Puis j'aime aussi à la LISPA souvent, surtout s'il y a des gens qui me disent j'aimerais ça pouvoir arbitrer, ben j'aime beaucoup pouvoir mettre un arbitre expérimenté pour la première game, puis après ça des arbitres qui commencent pour les 2 games d'après. Comme ça me permet aussi d'être avec eux autres pendant la première game puis de leur montrer, garde ces affaires-là, ça c'est des choses importantes dans le match, oublie pas ça. C'est une double facette parce que si j'aide les arbitres à être plus efficaces puis à mieux arbitrer, en même temps j'aide les joueurs qui vont arbitrer à plus s'amuser puis à plus s'améliorer grâce aux interventions de cet arbitre-là. C'est comme un vrai stage. On appelle ça le stage entre guillemets, là, mais c'est plus que juste être évalué, c'est tu leur donnes aussi des notes. Puis... Oui, souvent surtout quand ils commencent juste à jouer, il y a beaucoup de gens qui commencent à arbitrer puis que j'ai des joueurs, puis le commentaire que j'entends le plus souvent c'est « Je pensais que je savais comment faire avancer un match et dans le fond je ne le sais pas. » Un beau compliment que j'ai entendu à ton égard par rapport à ça, c'est Jean-Sébastien Lévesque, le premier invité qu'on a eu jadis, mais qui est un joueur de longue date qui a voulu revenir à l'arbitrage, qu'on lui a imposé un stage. C'était toi l'évaluatrice. Puis là, ça serait facile pour le monsieur qui joue depuis les années 90 de faire comme qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre. Mais tout le contraire, c'était comme j'étais content, lui t'avais vu arbitrer avant là, mais j'étais content que c'était comme quelqu'un que je respectais comme arbitre qui faisait l'évaluation, puis qu'il s'est senti aidé, puis ça c'est le succès de ton côté là. Wow, je savais pas qu'il avait dit ça là, je suis comme vraiment touchée. Sorry Bass. C'est ça, on lit son journal intime là, comme dit. Non, ben tu sais là, j'aime pas ça quand le monde parle dans le dos des autres. Mais surtout quand c'est des choses positives. Surtout quand c'est des choses positives. Ils devraient entendre. Ils ont besoin d'entendre. Donc, tu sais, là, donc je te ramène ce compliment deuxième main, là. Mais c'est juste montrer que ce système-là, quand on le fait bien, est profitable pour la personne qui passe au travers. C'est aussi une chose que j'ai entendue beaucoup. Souvent, les gens qui se font évaluer sont nerveux parce qu'ils me disent « Je suis nerveux, j'ai peur de pas bien faire ça. » Fait que chaque fois que j'évalue quelqu'un, je le rappelle, moi, je suis pas là pour être pas fine avec toi puis te faire couler. Je suis là pour t'aider puis te supporter dans ta démarche pour que tu puisses devenir autant solide que n'importe qui d'autre, là. C'est pour ça que c'est pas moi qui fais les évaluations. Je fais juste une grosse carte avec F dessus. Les seules notes, c'est comme poche. Oui, puis j'ai des signes, là. Poche.
T'es assis à la table de stats, là, pis t'as comme une board, pis t'écris juste comme bouh. Ouais. Oui, juste des commentaires. Comme il fait son explication, c'est comme... Nope. Juste des points d'interrogation. C'est ça qui est comme non. Mauvaise explication. Suspicious. Non, mais il faut être transparent avec le public. Ben moi j'aime traumatiser nos nouveaux arbitres. Moi, Ah, je trouve ça, c'est a le fun été- aussi. Ah oui. Ah. Mais je me demande qu'est-ce qui est plus le fun entre traumatiser des joueurs puis traumatiser des arbitres. Comme il y a ce moment-là quand ce que t'arrives pour faire ton briefing pis tu leur annonces que t'as une érimée pis qu'elle va être comme 7 minutes, là. Puis là, tu vois leur face devenir blanche puis leurs pupilles se dilater puis la peur envahir leur face. C'est comme un... Ouais, j'aimerais ça que les joueurs aient, comme, surmontent tes peurs-là, que je trouve artificielles de toute façon. Mm. Tu disais que t'aimais donner des défis aux joueurs. Comment est-ce que tu les mets quand même en confiance? Mais C'est pour ça- pas que leur peur les fait juste geler. C'est en partie pour ça que souvent, surtout si c'est un défi particulièrement gros, je vais leur en parler avant le match parce que ça leur donne le temps de se préparer mentalement. Fait que si je donne une rimée de 2 minutes, je vais pas nécessairement leur dire, mais si la rimée est une comparée de 7 minutes, ben je vais les avertir pour qu'ils aient le temps de se Tout préparer. un match. Ouais. Oui, Tout un match, cette affaire-là. toutes les 8 impros sont des rimées, là, comme... Non, il y a une impro. Elle est 55 minutes puis c'est une rimée. Oui, C'est ça. c'est ça. Mais j'aime les avertir puis leur rappeler que la catégorie, le but c'est pas de les ridiculiser, le but c'est de leur rajouter un défi pour rajouter quelque chose à l'impro. Si c'est une catégorie dans laquelle je me sens confortable aussi, des fois j'essaie de leur donner des petits trucs sur comment hacker la catégorie, dans le sens de, oubliez pas, si vous faites ce site, ça peut vous aider à le faire plus facilement, ou voici un exercice que vous pouvez faire pour vous pratiquer. Puis c'est sûr, souvent ça je le fais plus à la LISPA, vu qu'encore une fois, ils ont souvent pas de coach pour les guider dans ces catégories-là, puis je vais peut-être un petit peu moins le faire dans le sud, vu que souvent eux autres ont des gens pour les guider. Mais je trouve que j'aime leur donner des petits trucs ou des heads-up quand il y a un défi particulièrement gros, là. T'as vraiment une tête d'entraîneur. Ça me surprend que t'es pas devenu entraîneur. Honnêtement, la seule raison que je l'ai pas faite encore, c'est que souvent les seules équipes qui ont besoin d'un entraîneur sont dans la péninsule, puis que je suis à Moncton. Où tu ne vis pas, ouais. J'ai juste un auto depuis le mois de décembre l'année passée aussi, fait que c'était encore plus dur de trouver une manière de faire la route. J'ai vraiment pas assez proche de coacher Tracadie cette année. Ben, cette année, tu considérais coacher les 3 équipes simultanément. Effectivement, j'étais comme, je pourrais faire des ateliers avec les 3 équipes tous les samedis, puis avoir des jerseys de moitié-moitié chaque école, au cas où qu'ils se rencontrent dans le tournoi. Puis là, je pourrais mettre ce jersey-là, puis aller d'une équipe à l'autre. J'étais vraiment rendue loin dans ma réflexion, là. Mais est-ce que c'est quelque chose que t'envisagerais comme J'aimerais ça. pour vrai si c'était faisable? Oui, j'aimerais ça. Puis pour le moment, vu que je peux pas être là physiquement, je suis quand même en train de travailler sur une banque de cours articles sur différents ateliers qu'on pourrait faire. Dans le fond, le format serait, voici qu'est-ce que tu aurais besoin pour avoir une pratique équilibrée. Pour chaque sorte d'exercice dedans, voici une banque d'exercices qui fait travailler ces choses-là. Fait que faute de pouvoir être là, au moins je leur donnerais une ressource écrite. Puis mon but aussi serait qu'après chaque LISPA, selon les défis particuliers des équipes, je pourrais leur fabriquer d'autres ateliers puis d'autres exercices sur mesure selon leurs besoins les autres. On a parlé un peu de ta famille, puis je sais que toi t'as plusieurs frères et sœurs, on a parlé de Félix entre autres, mais je sais que t'as utilisé l'impro pour un petit peu manigancer le comportement de tes frères et sœurs, là. Oui, j'ai un frère de 16 ans et une sœur de 13 ans qui veulent tous les deux rentrer dans l'équipe de la polyvalente. Cet été, des fois, mettons qu'il n'y avait pas des comportements adéquats, je me servais peut-être un petit peu de l'impro pour les motiver. Surtout qu'il y avait des chances que je coachais Tracadie. Comme par exemple, ma sœur de 13 ans marmonnait beaucoup. À un moment donné, je lui ai dit, tu sais, Laura Ève, si tu marmonnes pis que t'articules pas, tu rentres jamais dans l'impro, y a pas de personne qui va pouvoir te comprendre quand tu vas jouer. Moi, je te prendrais pas dans mon équipe si t'articules pas. C'est drôle, depuis ce temps-là, elle articule. Ok, ben oui, entraîneur né. Fait au lieu de continuer à en parler, vu que c'est vraiment notre sujet spécial dans l'émission, on va prendre une petite pause. On va revenir tout de suite après pour parler avec Andréane Basque de se développer sans entraîneur. Restez là. On est de retour avec moi, Michel Albert. Allô? Elle, Isabelle Gauguin. Voilà, c'est moi, allô? Et notre invité cette fois-ci, Andréane Basque. C'est moi, allô? Arrête de dire allô tout le monde. On parle de se développer sans entraîneur. Parce que c'est ce que tu as dû faire Effectivement. dans ton... Moi aussi. Ah oui?
Oui, oui, dans l'âge de pierre, on n'avait pas d'entraîneur. Nous autres aussi, on est avec des parents. On mettait un autre élève sur le banc comme coach, oui. 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 Ça, je sais qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'était. Mais c'est pas pareil parce que dans notre temps, on n'allait pas à des tournois. Fait qu'on ne pouvait pas se comparer. Mhm. Je pense que tu entends beaucoup ça. Tu me diras si je me trompe. Mais on entend beaucoup ça aujourd'hui. Le monde qui n'a pas de coach ou qui ont un coach qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ou il n'y a pas juste la péninsule ou des équipes de la péninsule qui ont ce problème-là. Tout le monde a eu ce problème-là à un moment donné. Puis de se sentir qu'ils devraient même pas venir au tournoi. Qui sont pas prêts, puis qui ont pas d'aide. Puis c'est pas fair parce que telle autre équipe a Michel Ledoux, telle autre équipe a... c'est le seul que je peux nommer. Ça, dans telle autre équipe, Guyane, etc. Il y a des coachs que les gens regardent et disent « Ah, ce coach-là a des succès. Les équipes gagnent. Ce joueur-là joue depuis toujours. » Des choses comme ça. Puis ils s'imaginent que leur équipe est déficiente parce qu'ils n'ont pas d'entraîneur. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est vrai qu'ils disent ça, mais est-ce que c'est vrai? Mais je trouve que c'est sûr que peut-être en partie le fait de pas avoir un coach, surtout quand c'est pas avoir un coach expérimenté, ça peut amener une certaine... Je dirais pas que c'est un handicap, mais c'est plus comme un plus que cette équipe-là a pas. Je pense vraiment qu'une équipe peut se débrouiller sans entraîneur. C'est possible d'apprendre à jouer, puis de bien jouer, puis d'avoir des bons résultats à un tournoi sans l'entraîneur. Surtout si les joueurs sont prêts à s'impliquer beaucoup dans le jeu, puis s'entraider pour réussir à progresser. Mais c'est sûr que c'est plus facile pour une équipe qu'un coach que ça fait 30 ans qui coach, puis qui sait comment faire ça, là. C'est sûr que c'est un défi que cette équipe-là, qui a un coach, n'a pas besoin de surmonter. Mais y a-t-il un avantage à ne pas en avoir? Je pense que oui aussi. Je pense que c'est sûr que je recommanderais à toutes les équipes. Si c'était possible, je voudrais que toutes les équipes aient un coach, surtout au niveau secondaire. D'un côté aussi, ça permet aux joueurs de se développer de façon très autonome. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte quand j'ai commencé à jouer au poste secondaire, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'équipes où est-ce qu'il y a des coachs très forts, qui quand ils arrivent au poste secondaire puis ils ont plus de coach pour les guider, ils tapent souvent un mur au début parce que c'est comme s'ils savent pas comment jouer sans avoir cette personne-là qui les pousse. Fait que c'est sûr que quand t'apprends à jouer sans coach, c'est un problème que tu vas pas rencontrer plus tard dans ta carrière d'apprendre à jouer sans coach parce que c'est comme ça que t'as appris à jouer. Ah oui, c'est ça, comme au niveau universitaire ou à la ligue, il y a pas de coach à la ligue. Il y a personne pour te guider, mais t'en as jamais eu, fait que tu sais comment te guider toi-même. C'est ça, c'est pas un défi qui va arriver quand tu vas sortir du secondaire puis commencer à jouer sans coach. C'est pas quelque chose qui va changer. C'est une des choses qu'on a discuté avec des entraîneurs à l'émission d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils font pour faire ça s'arriver? Tu sais, là, il y a des coachs qui donnent beaucoup d'autonomie à leurs joueurs, comme ça, qui apprennent ces affaires-là. Puis d'autres qui contrôlent, qui gèrent tellement le caucus que là, les joueurs ont plus tard ont des problèmes de caucus. Mais sur le coup, ils ont une équipe à succès. Oui, mais c'est pour le développement à longue durée du joueur, c'est pas toujours nécessairement le plus. C'est sûr, ça change d'un joueur à l'autre parce qu'il y a des joueurs que d'avoir un coaching très très resserré pendant le secondaire va permettre de leur donner des vraiment bonnes bases, puis ils vont être capables de passer par-dessus cette barrière-là, d'après ça, de plus avoir cette aide-là dans le banc. Puis il y en a d'autres vraiment qui réussissent pas à passer par-dessus puis qui arrêtent de jouer parce qu'ils ont trop peur de jouer sans leur coach ou que ils sont perdus. C'est ça. Évidemment, moi j'ai une tête à vouloir un développement du joueur qui va durer parce que on s'implique à tous les niveaux. Souvent, quand on est creux là-dedans, là, tu veux que plus tard, ces joueurs-là puissent être dans des tournois adultes ou des ligues adultes, être encore bons puis pas souffrir de ce blocus-là. Tu veux pas qu'ils lâchent. Mais pour le coach du secondaire, qui est dédié à ça et seulement ça, c'est peut-être naturel de vouloir gagner des games là. Et la façon de faire ça, c'est en étant un petit peu plus... un contrôle plus serré, ça. C'est ce que j'essaie de dire, oui. Personnellement, je pense qu'il peut avoir un bon entre-deux. Ma vision des choses, c'est que c'est pas pendant la game que l'entraîneur est important, nécessairement, c'est plus pendant les pratiques. Parce que c'est dans les pratiques où est-ce que tu apprends à ton équipe comment aborder des impros, comment passer par-dessus des problématiques, des catégories. Puis selon moi, quand on est dans une game, les joueurs devraient jouer par eux-mêmes, puis le coach est là pour les guider en cas de besoin. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Fait que je pense vraiment qu'il peut y avoir des manières de coacher qui vont pas nécessairement handicaper le joueur quand ils vont passer à un niveau sans coach. Tant et aussi longtemps que ce joueur-là trouve pas toujours moyen à ce qu'il y ait un besoin. Oui, c'est sûr que c'est... tricher ça, là. Oui, c'est aussi une grosse partie de comment le joueur aborde le jeu, là. Question intéressante d'Amélie Montour sur Facebook. OK. Certains gens, dit-elle, prendront leur entraîneur comme un genre de modèle sur lequel s'inspirer. Sans entraîneur, toi, as-tu un modèle? Si oui, c'est qui? Et quelle sorte de modèle, en d'autres mots, quelle sorte de modèle que ces joueurs-là peuvent avoir s'ils n'ont pas de coach? Parce que ça, c'est l'autre fonction du coach, à quelque part. T'as un modèle là.
Je dirais qu'au secondaire, j'avais pas nécessairement un modèle. La péninsule était très renfermée, on a juste commencé à avoir des games quand j'étais en 12e année. Fait que j'ai pas été exposée à assez de joueurs pour trouver un joueur plus avancé à qui je m'identifiais. Je te dirais qu'un petit peu plus tard, à force de parler avec des gens, j'ai commencé à m'identifier beaucoup, surtout au niveau de mon jeu, puis de mon parcours, beaucoup à Amélie justement, puis aussi à Isabelle. On a parlé beaucoup à un moment donné de nos différents parcours, puis si je me trompe pas, toi aussi à un moment donné, t'as mis un petit peu ton jeu de côté pour arbitrer. Oui. Moi, au début, j'ai beaucoup mis mon jeu de côté pour plus coacher dans mon équipe. Plus tard, quand je suis arrivée au poste secondaire, c'est des personnes à qui j'ai commencé à m'identifier plus au niveau de mon jeu. Mais je te dirais qu'au niveau du secondaire, j'avais pas vraiment de modèle, là. Ben, on a-tu besoin d'un modèle? Ça, c'est peut-être une question que... Je pense que si t'as besoin d'un modèle, c'est toujours possible d'en trouver un. Pour moi, je pense pas vraiment que de formule magique parce que ça dépend de qu'est-ce que toi tu trouves qui est important dans le jeu, puis de qu'est-ce qui est tes forces, qu'est-ce qui est tes faiblesses, qu'est-ce qui est des choses que tu valorises. Fait que pour chaque personne, il y a un modèle différent parce que ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est important pour cette personne-là. Ouais. Il y a le danger du modèle aussi, parce que combien de joueurs qu'il a fallu un peu casser, parce qu'ils jouaient comme leur coach. Ils étaient leur coach. Puis que c'était restreint, là, qu'à un moment donné, tu peux plus sortir de... T'es pas ton coach, Non. t'es une personne qui apporte sa propre chose. T'es peut-être même meilleur que ton coach. Puis qu'elle a le droit d'évoluer aussi. Qu'elle a le droit de changer à mesure que les années avancent. Puis ça veut pas dire que t'as un modèle à un moment donné, que ce modèle-là va rester ton modèle toute ta vie aussi. Ton jeu va changer, tu vas évoluer, tu vas avoir des nouveaux défis, des nouveaux buts, puis ça se peut que ton modèle ou la personne qui t'inspire dans ton jeu va changer par rapport à ça, là. Ouais, mon modèle, moi, c'était Robert Gravel, parce qu'on les regardait à la télé. Oui. Tu sais, la LNI originale. Mais vraiment, quand j'y pense aujourd'hui, quelle sorte de joueur je suis devenu, il y a du Gravel, si on veut, là, parce que c'est la même sorte de joueur. Mais je suis plus un Robert Lepage, que je suis quelqu'un qui est expérimental, puis artistique. On dirait que je veux plus tomber là-dedans, mais en même temps, je suis aussi cabotin. Fait que, il y a pas un joueur que t'es devenu ça. Tu devrais pas essayer de devenir un joueur. Non, mais je t'aime tellement, chaque personne a comme plein de différents éléments. Oui, vole de tout le monde. Oui, c'est ça. On vole de tout le monde. Et la leçon. Oui, parce qu'il y a des choses que en toi, fait, tu vas. Quand on a gradué du secondaire, la gang un petit peu plus jeune, là, on a tous gradué à peu près en même temps, puis une des choses qu'on avait faites, c'est on s'était toutes, entre nous autres, on s'était assigné 2 parents d'impro, qui étaient dans le fond 2 joueurs ou 2 arbitres qu'on trouvait que dans notre style de jeu ou notre approche de l'impro, on trouvait que ça s'approchait de ces personnes-là. Ok, comme si t'avais des parents. Ouais, comme si... Puis génétiquement, C'est c'était ça. ok. Moi, c'était justement Amélie puis Isabelle. Beau petit coup. Ouais. c'est pas, on n'assignait pas nos propres parents, c'était les autres. Les autres C'était disaient les autres ça. personnes qui disaient ça, c'est tes parents d'impro. Ok. Ouais, on avait fait ça à un moment donné. Ça, c'est intéressant. Avant la Gogoon 2015 à Dieppe. Alors que nous jouions à Jackbox dans le sous-sol de Zachary Galland. Des beaux souvenirs. Ouais. Y a-tu quelque chose que t'aurais aimé qu'un entraîneur t'enseigne si t'en avais eu un? Marc-André Fortin sur Facebook demande exactement ça. J'aurais aimé avoir un entraîneur pour plus me pousser à jouer, pour m'apprendre à me faire confiance plus tôt que l'année passée, là. Souvent, je me demande comment mon jeu aurait été différent si j'avais eu cette personne-là pour me guider 4 ans plus tôt. Ça nous donne un contexte, là, un peu. Parce que c'est ce que les joueurs qui ont pas d'entraîneur, ou qui ont pas un entraîneur constant, vivent. À cette heure, on a dit qu'on allait parler de comment se développer sans entraîneur. Fait, donnons des astuces, parce qu'on sait qu'il y a des gens à qui on pourrait recommander cet épisode-là, qui vivent ça. Oui. Puis qui ont peut-être besoin de se faire guider ou qui s'imaginent que c'est peine perdue pour nous autres. Ben, à tout âge aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui Tout sortent âge. du secondaire, puis se disent, ben, je vais jamais être bon assez, j'ai pas eu d'entraîneur, j'ai pas eu cette capacité-là, je suis à l'âge de comme jeune adulte, ça vaut plus la peine. Il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qui arrivent quand une fois qu'ils ont plus de coach, ils savent plus comment continuer de progresser aussi. Tout un peu ça, parce que même dans des universités où il y a une équipe étoile, il y a un entraîneur pour cette équipe-là, puis pas pour Pas le pour reste. les joueurs. Puis les ateliers viennent, là, mais sont rares, puis est-ce qu'on peut s'y rendre, puis ces choses-là. Donc, Élise Hamel sur Facebook a posé un peu cette question-là. Qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à ceux qui n'ont pas d'entraîneur dans le moment? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les trucs où ce qu'on peut comme boucher ces trous-là? C'est sûr que c'est pas évident, surtout au niveau secondaire, de faire ça, mais quelque chose qui nous aidait beaucoup à Tracadie, c'est qu'on avait réussi à se conseiller entre nous autres sans prendre les commentaires des autres comme personnels. C'est sûr, c'est pas toujours évident, surtout quand t'es plus jeune, de prendre la critique, surtout d'un père. Mais vu qu'on n'avait pas de coach, c'était vraiment la seule manière qu'on pouvait avoir une critique extérieure, c'était de se critiquer entre nous autres. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on allait faire, c'était par exemple, on allait faire un impro, puis après ça, on allait s'asseoir, puis on allait parler, puis on allait dire, OK, qu'est-ce qui était bon dans cette impro-là? Qu'est-ce qui était moins bon dans cette impro-là? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de meilleur? Qu'est-ce qui aurait pu causer une punition? Comment qu'on aurait pu éviter cette chose-là? Puis je pense que c'est quelque chose qui nous avait aidé à progresser sans avoir de coach, parce qu'il fallait vraiment qu'on fasse la réflexion par nous-mêmes. Mais t'as pas l'œil externe, hein. T'as pas la Non. personne qui est comme à l'extérieur du groupe, qui fait pas partie du groupe, qui peut donner du feedback.
C'est Pas facile. être questionné C'est facile de penser que t'es vraiment bon ou de penser que t'es vraiment pas bon. quand t'as personne pour... Juste dans ta tête, là, tu sais. Oui. Parce que tu vas toujours comparer à ce que tu... Ce que tu penses qui est bon. Ouais, puis ça que tu pensais que t'allais faire, ton intention, puis là, quand tu réussis pas ton intention, ben c'était terrible. Ou l'inverse. Parce que moi, ça me rejoint à ça pas mal, parce que j'ai joué 3 ans au secondaire sans entraîneur. Il y a même pas un prof, là, qui venait nous voir. Non, mais comme... c'est juste debout là tout seul. On avait une prof qui venait une fois par année, elle nous faisait jouer un thème au début de l'année. Elle faisait « Oh, c'était bon! » Personne n'allait, puis on la voyait jamais back. Il y a pas de supervision. On avait la prof qui signait la feuille qui disait ils ont le droit de pratiquer dans le local. That's it. C'est ça. Le 1er septembre, on la voyait pas avant le 1er septembre. Nous autres aussi, on avait ça. Puis ça, c'est l'année Edmundston qui est devenu une force dans les tournois secondaires. C'est tout avant ça. D'une part, puis après ça, quand j'étais à l'université de Moncton à Edmundston, il n'y a pas d'entraîneur. La première fois que j'ai eu un entraîneur, c'est comme à la QI, puis c'était quelqu'un qui était venu nous donner un atelier qu'on a... Tu sais, puis il nous a dit des choses qui m'ont resté. Mais c'est toutes des choses qui ont rapport à l'éthique d'impro, pas rapport au jeu. C'est tout ce que je peux me souvenir, tu sais. C'est les leçons que j'ai appris par rapport à comment tu te comportes dans un tournoi. Comment tu te comportes dans le public. Tu dois prendre ça au sérieux. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est tout ce que je me souviens vraiment. Puis c'est des bons conseils. Mais c'est des conseils que j'aurais pu avoir d'un autre joueur, parce que après ça, je viens à l'Université de Moncton, même chose. C'est juste des pairs plus vieux. T'sais, évidemment, il y a du monde plus vieux que toi, qui ont plus d'expérience que toi quand tu arrives nouveau dans une ligue. Puis c'est eux autres, tes coachs. Oui. Sans qu'ils te coachent. Et j'ai vite passé à un poste d'arbitre, entraîneur, etc., sans pourtant avoir vécu ça moi-même. Comme entraîneur, je suis donc jamais très dans le caucus, là, pis ces choses-là. Tout se fait avant. Fait je comprends le travail. Parce que je l'ai fait avec moi-même. Puis quand tu dis à parler avec tes pairs, puis comme juste décortiquer l'impro. Nous autres, là, je veux dire, une des années que j'étais étudiant à l'Université de Moncton, après le match, les losers de la ligue, là, on allait, c'était vraiment ça, là, c'était comme les juges de ligne, puis c'était pas les gros joueurs, en d'autres mots. On allait manger, puis autour d'un garlic finger ou quelque chose comme ça, on passait au travers de chaque impro. Puis là, on discutait chaque impro qu'on avait vu ce soir-là. Après ça, on parlait de chaque performance, donc on passait au travers de chaque joueur, la liste de joueurs, puis leur performance, puis comment est-ce qu'ils sont en train de s'améliorer ou se détériorer. Puis c'est juste comme, OK, c'est notre 3 heures de debrief après une game, qu'on a joué dedans ou pas. Puis juste jaser d'impro puis tout ça. Fait que c'est pas public, c'est juste entre nous autres. Mais on fait ça pendant un an, là. Ma compréhension de l'impro, à quelque part, vient de cette une année-là où on a tellement discuté de concepts, on a tellement parlé de qu'est-ce qui faisait un joueur meilleur qu'un autre joueur, qu'est-ce qu'on appréciait d'un joueur. Tu sais, je me souviens qu'un de nos grands thèmes, c'était comme Robert Gauvin qui avait découvert sa générosité. C'est des choses comme ça où tu dis, OK, ben, ce joueur-là qui est déjà le top de la ligue, lui puis Luc Leblanc étaient les gros tops dans ce temps-là. Comment est-ce que il y a encore de la place à de l'amélioration, puis comment? Puis c'est juste dans une meilleure entraide, puis un meilleur travail d'équipe, parce qu'ils sont en train de plafonner. Puis c'est de comprendre ces choses-là, puis après ça, tu peux amener ça à des joueurs plus jeunes qui sont en train d'être pareils comme ça, qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes défis, qui ont les mêmes talents. Comme coach, tu peux après ça. Fait que quand est-ce que t'es obligé d'être ton propre coach? C'est un exercice qui aide beaucoup. Ouais. Ben, je pense que ça, c'est un élément clé dans créer cette atmosphère-là d'acceptation, que ces personnes prennent cette critique-là personnelle, surtout à un plus jeune âge où est-ce que tout le monde est un peu plus, c'est là, à fleur de peau quand ça vient à ça, c'est de comprendre que tout le monde a un cheminement puis que ce cheminement-là a pas nécessairement là, je suis le meilleur joueur possible. Et là, ça arrête. Il y a toujours une nouvelle façon d'évoluer. C'est pas juste pertinent pour les plus jeunes dans le groupe, c'est pertinent pour tout le monde. Oui. Même si c'est quelque chose que toi, tu connais déjà, on discute avec quelqu'un va peut-être dire quelque chose qui débloque quelque chose de complètement différent ou une nouvelle façon de regarder ça que vous discutez que t'as jamais pensé à ça. Puis créer ce genre de partage-là, cette atmosphère-là qui permet ça, c'est vraiment essentiel, je pense. Parce qu'une honnêteté, oui. Que ce soit avec tes pairs ou avec quelqu'un de plus vieux, là, que je comprends que ça c'est plus naturel, là, si quelqu'un est comme une sorte de figure d'autorité, c'est plus simple. Mais même entre amis, où ce que t'es pas obligé d'être chiant, là. On peut se dire les vraies choses, puis tu sais, là, si des joueurs ont des béquilles ou des tics, ou ils font un peu la même chose, ou il y a une façon de dire les choses, là. Après ça, c'est que ça laisse les joueurs être honnêtes, même pendant les matchs. Tu sais, la chose qu'on te disait, là, que tout le monde t'a dit, là, ben, tu viens de le faire. Je peux les garder honnêtes, de la même façon qu'un coach qui serait une figure d'autorité le ferait. Oui, puis surtout, quand t'es au secondaire, souvent, t'es la seule équipe dans un rayon assez... D'où je viens, moi, t'as pas d'autres équipes en dedans d'une demi-heure, fait que t'es tout seul. Ton équipe, c'est vraiment... Si t'as pas de coach, vraiment, la seule affaire que t'as pour t'aider, c'est les 5 autres joueurs de ton équipe, là. T'as rien d'autre nulle part autour, fait que d'apprendre à travailler ensemble pour réussir à améliorer le jeu ensemble, puis à vraiment collaborer, c'est vraiment crucial pour la réussite de l'équipe. Fait que ça, c'est un truc
Bon. Non, mais c'est simple, là. Oui. T'as rien besoin. T'as C'est rien vraiment besoin. juste de parler de l'impro. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, en termes de pratique? Nous autres, on faisait pas de pratique. Tout ce qu'on Ah. fait. Non, c'est qu'on jouait. Non, mais on n'avait pas de notion de ça. Oui, non. Qu'est-ce qui est une pratique? Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois qu'on se rencontrait en comité, on jouait. Si on avait fait un barillet de thèmes, il y a 800 thèmes dans cette affaire-là. Il y a une année là que tous les midis puis les 2 soirs que les boss portaient tard, là, fait 7 fois par semaine, on était dans le local d'impro pendant 1 heure puis on jouait juste. Oui, nous autres, c'est aussi. C'est juste jouer. C'était beaucoup ça qu'on faisait aussi, simuler des matchs. Là. La façon qu'on fonctionnait, c'est qu'on avait 5 joueurs partant, donc 3 gars puis 2 filles. Puis après ça, les joueurs 6, 7 puis 8 faisaient une rotation dans les matchs. Fait que les 4 joueurs, si tu veux, le capitaine, l'assistant capitaine puis moi, souvent on allait se relayer puis arbitrer chacun 3-4 impros, donner un thème, voir les autres jouer, puis entre chaque impro, on allait arrêter puis en parler. C'était ça la plus grosse partie de nos pratiques. Ça, il y aurait de mal avec ça, mais qu'est-ce que t'en penses, Isabelle? Par faire ça, ou est-ce que monter des ateliers, quand est-ce que t'as pas de coach alentour, là? Je pense que c'est difficile. Quand tu montes un atelier, quand c'est un entraîneur, t'as tendance à faire comme, mon équipe a besoin de ce site. Ou la majorité de mes joueurs auraient besoin de voir telle sorte de matière. Je le vois dans la façon qu'ils jouent. Je crée ou je vais chercher un exercice qui existe déjà, qui va avec les besoins des joueurs dans mon équipe. Le rendre vraiment évident pour eux, puis peut-être pour le reste de l'équipe. Encore dans cette notion-là de garder tout le monde honnête, de garder tout le monde comme « Oh, ben tu sais, on a réalisé pendant cette pratique-là que t'as ce béquille-là, que t'as cette faiblesse-là, que tu es un go-to, quelque chose comme ça. » Puis que ça marche pas tout le temps. C'est comme designé pour forcer le monde de rencontrer leur propre faiblesse, que peut-être qu'ils réalisaient même pas. Ça m'arrivait souvent de faire des pratiques que les gens font comme « Oh man, je peux pas faire ça! Qu'est-ce qui est up avec ça? J'ai jamais réalisé, je peux pas faire ça! Wow! » Ça aurait pas été dans leur nature de faire quelque chose dans cette direction-là. Moi, il n'aurait jamais fait de match. So, il aurait juste pas réalisé qu'il pouvait pas, parce qu'il avait juste jamais vraiment essayé, tu sais. Mais quand c'est toi-même, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de regarder ton groupe et identifier qu'est-ce que t'as besoin. Moi, je dirais que si tu voudrais faire ça, si tu voudrais designer des pratiques pour ton équipe, moi, j'irais thématiquement. Je disons comme, ben aujourd'hui, on va faire des exercices de caucus. T'sais, par exemple, ProNB a des ressources, là. T'sais, sur le blog, on a plusieurs exercices, ou peut-être tu connais du monde qui ont déjà entraîné, ou peut-être, tu sais, là, par l'entremise d'une source quelconque. Tu fais comme, aujourd'hui, on va travailler les caucus. On va juste travailler cet aspect-là. La semaine prochaine, on travaille les personnages. On travaille l'atmosphère, la construction. Puis, en allant... Les catégories, là, on peut faire comme le mime, C'est ça, ouais. Tu sais, en allant thématiquement... T'as pas nécessairement besoin d'un regard externe pour faire comme tel joueur aurait besoin de telle chose spécifique. Tu fais de quoi peut-être global, puis peut-être à travers ça tu réalises, si t'as une bonne conversation avec le monde, tu réalises peut-être quelque chose. Mais je crois que j'irais dans cette direction-là, si c'est pas nécessairement évident. Oui. Qu'est-ce qu'est l'affaire spécifique pointue qu'il faut modifier? Parce que si votre culture, c'est de juste jouer, puis vous avez pas vraiment d'idée d'atelier, ou là, ça vous tente pas de faire les jeux qui sont présentés, comme par exemple sur le blog d'ImproNB, vous pouvez quand même intégrer ces choses-là. Vous pouvez quand même faire, OK, ben on joue, mais aujourd'hui, on joue juste des chantés puis des rimés. Fait que ça sera toujours ça, puis on va exposer qu'il y a des talents là-dedans qu'on savait pas, parce que là, t'es obligé de le jouer. Ouais, tout le monde est obligé de le faire. Puis aussi, laissez-vous être entraîneur. En d'autres mots, pendant l'impro va, peut-être une section de votre soirée, là, ou de votre journée, ou je sais pas quand est-ce que vous faites vos pratiques, mais il y a une section de votre pratique qui est juste jouée. On va les amener à terme, on va jaser après. Mais donnez-vous peut-être un temps aussi où vous pouvez arrêter des impros. Parce que l'impro va, puis que les autres qui regardent là peuvent faire comme, OK, là ça vient juste, là on sait, là, c'est plus une bonne impro. Là, c'est clair. Il y a un joueur de trop qui est rentré. C'est confus tout d'un coup. C'est statique, ça fait un petit bout. Tous ces problèmes-là que vous savez que vous allez rencontrer en tournoi, parce que les arbitres vont vous le dire. Arrêtez le jeu. Posez-vous la question là. Pas après, mais là. Qu'est-ce qui est le problème? Puis soyez honnête. Pourquoi est-ce que ça va nulle part? Ben, j'ai plus d'idées. Comme dis-les. C'est ça. Comment est-ce que tu trouves des idées? Puis là, le monde peut... Parce qu'il y a des gens qui ont ces talents-là. Puis si toi, t'as pas un talent de trouver une idée sur le coup, cette personne-là a des trucs, là. Parce qu'elle est bonne à ça. Puis dans votre groupe, on espère que vous avez toutes les expertises, puis il faut que vous les partagiez. C'est ça le but du coach. De partager des expertises qu'il a peut-être appris avec le temps. Puis dans un contexte où est-ce que t'as pas de coach, le truc vraiment, c'est d'aller chercher les forces de chaque joueur, puis de réussir à les partager avec tous les joueurs de l'équipe. Oui, soyez pas avare avec votre jeu. Il y a pas de joueur individuel dans ce game. C'est tout des succès d'équipe. Succès ou insuccès d'équipe. Fait que si t'as laissé tomber ton équipe parce que tu voulais garder des trucs pour toi-même, pour que toi tu shines, t'as pas d'affaire d'une équipe. Non. Parce que t'as laissé ton équipe tomber, puis ton équipe va perdre
par conséquent. Oui. On peut pas endurer des vedettes qui en gardent en réserve là, parce qu'ils veulent pas partager leur sagesse. Dans un contexte où une équipe a moins de ressources qu'une autre parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ont pas, c'est justement là que c'est le plus important de vraiment tout donner qu'est-ce que tu as à l'équipe parce que c'est la seule manière qu'ils vont réussir à arriver à quelque chose, c'est si vraiment tous les joueurs mettent tout qu'est-ce qu'ils ont dedans. Une autre affaire qu'on faisait en pratique, nous autres, qui était... Quand on voyait qu'un problème revenait plus souvent qu'un autre, on essayait de s'inventer un petit exercice qui permettait de travailler cette chose-là en particulier, puis on le faisait à toutes les pratiques jusqu'à temps que le problème soit plus présent quand on simulait nos matchs. Par exemple, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait de la misère des fois à s'écouter entre nous autres. Fait qu'on a commencé à faire cette affaire-là où est-ce qu'on se dispersait dans la pièce puis on prenait une position. Puis à partir de là, fallait qu'on, tout ensemble, les 8 joueurs de l'équipe, on était tous dedans puis fallait qu'on commence un impro à partir de ça puis on continuait l'impro jusqu'à temps qu'elle arrive à une conclusion naturelle. Puis le but c'était vraiment de s'écouter tout comment on était placé, qu'est-ce que chaque personne disait, parce qu'il fallait vraiment qu'on réussisse à toutes mettre nos idées ensemble pour créer un impro, sans aucun caucus avant. Puis ça, à force de faire ça, on a réussi à beaucoup travailler notre écoute, puis à un moment donné, on a réussi à résoudre ces problèmes-là. J'aime comment ce que tout semble revenir un peu au premier pilier de l'improvisation, qui est le respect. Oui. Parce que si on est honnête l'un avec l'autre, ça c'est une marque de respect des joueurs aux autres joueurs. Si on attaque des problèmes qu'on a, puis on continue de s'attaquer à ces problèmes-là, c'est aussi ça, c'est aussi une partie de cette honnêteté-là par rapport à notre travail. Puis il y a l'autre élément qu'on n'a pas vraiment discuté, mais une autre fonction du coach, et nous autres on le sent en tant qu'organisateur de tournois, c'est la discipline. Parce qu'un coach est aussi là pour assurer une certaine discipline. Les joueurs peuvent pas aller flâner, les joueurs peuvent pas comme déconner, peuvent pas faire des messes. Normalement, c'est pas la place à faire ces choses-là, mais ça prend une certaine discipline. Oui. Que t'es à l'heure au match, que t'es pas en train de niaiser. Et ça, c'est en pratique aussi. Ouais, tu couches pas à 3 heures du matin. Évidemment, tu vas avoir une supervision à un tournoi. Mais la discipline en atelier doit aussi être là, parce que sinon, les joueurs pourraient juste faire n'importe quoi, s'en sacrer, niaiser, parler pendant que les autres jouent. Oh. Quelle horreur. Et ça arrive à l'universitaire. Oui. Comme j'ai toujours eu ce problème-là en tant qu'entraîneur, il y a tout le temps du monde qui écoute pas, puis qui se trouve drôle, puis qui déconne en arrière. Mais ça aussi, c'est une marque de respect un envers l'autre. C'est quelque chose que vous avez-vous des défis avec ça, vous autres? Je te dirais que, surtout dans les tournois, mettons je dirais pas qu'on se couchait vraiment à l'heure du couvre-feu. Je dirais que la majorité du temps, on probablement dormait pas, comme du tout. Mais souvent, on avait ce jeu-là, qui était c'était quoi comme il était une fois ou une affaire de même, que tout le monde avait des cartes, puis avec les cartes, tu construisais une histoire. Puis on pouvait jouer ça pendant 8 heures de fil pendant la nuit pour pratiquer notre construction, là. Au moins, ça a rapport à l'impro. Oui, on dormait pas, mais on était quand même productifs par rapport à l'impro. Je dirais par exemple que naturellement, quand t'as pas de coach, il y a quelqu'un dans l'équipe d'habitude qui va stepper up puis qui va représenter un petit peu cette autorité-là, de s'assurer que t'as les formulaires, que les pratiques avancent, que t'es à l'heure au game. Il y a normalement une personne dans l'équipe qui va naturellement stepper up puis prendre un petit peu le rôle de l'entraîneur pour s'assurer qu'il y a au moins un petit peu de progression dans l'équipe. C'est un problème que même des entraîneurs ont, là. Oui. Il y a des gens qui sont là pour avoir du fun, mais ils se limitent pas à l'impro, là. Oui. si on veut. Fait que ça, c'est important de comme réaliser que si vous voulez que votre équipe fonctionne, pendant cette heure-là, où est-ce que vous faites de l'impro, 7h30 là, je sais pas combien longtemps que c'est ça que vous êtes en train de faire, puis vous êtes sérieux à propos de ça. Sinon, que ça donne, là. Oui. Ça, c'est si vous voulez avoir du succès. Si vous voulez pas avoir de succès, OK, mais vous allez quand même avoir des problèmes rendus à un tournoi parce que vous serez une équipe qui crée des frustrations avec d'autres équipes, puis peut-être que vous le savez pas parce que vous l'avez pas encore vécu, là, mais c'est un fait. Des équipes qui sont bruyantes, puis il y a d'autres mondes qui couchent dans les dortoirs proches, là. Donc la discipline fait partie de ça, puis s'il n'y a pas un entraîneur pour vous l'inculquer, quelque part, mettez vos culottes, là, puis nous autres, qu'est-ce qu'on faisait aussi, c'est qu'il y avait le capitaine puis le président du comité étaient toujours 2 personnes différentes. Puis on mettait ça clair du début d'année que ces 2 personnes-là avaient un petit peu plus d'autorité. Fait que souvent, ça la donnait que moi j'étais la présidente puis que Félix était le capitaine. Fait que souvent on travaillait ensemble pour faire avancer les pratiques puis maintenir l'ordre. Puis c'était... Dans le fond, ensemble, on faisait le rôle de l'entraîneur pour l'équipe, là. Puis je pense que des fois, d'assigner cette responsabilité-là à une personne de façon officielle peut aider à cette personne-là à se faire plus écouter des autres aussi. Oui, que t'as pas les autres à faire comme qui ce qu'apprend au scalé. C'est ça. Nous autres, on avait vraiment dit au début de l'année, cette personne-là est responsable, fait qu'il faut que vous respectez cette personne-là pendant les pratiques. Puis ça l'avait aidé à garder l'ordre autrement que quelqu'un dit de faire quelque chose, puis tout le monde essaie de dire des ateliers différents en même temps, puis il y a plus de sens dans la pratique. Fait que nous autres, c'est
comme ça qu'on l'avait fait fonctionner, là. Et si on vous attribue ce rôle-là, pour l'amour, ne soyez pas fasciste avec ça, comme, non, mais tu sais, Oui. j'ai déjà entendu des histoires comme ça, là, où ce que la personne en charge du comité était comme, toi, je t'aime pas, fait que je m'organise, que tu peux jamais jouer, puis Faut que ça soit fair, là. Oui, tout à fait. Donc, prenez vos responsabilités. Puis ça veut pas dire non plus que la personne, d'après moi, la personne que l'autorité doit aussi être prête, surtout si c'est parmi des pairs, à écouter l'opinion des autres. Fait que s'il y a un autre joueur de l'équipe qui vient de parler pis que tu dis moi je trouve que ça c'est un problème, ben faut que tu sois prêt à l'écouter puis à intégrer ces commentaires-là dans les pratiques puis à travailler vraiment encore une fois, travailler toute l'équipe ensemble puis écouter qu'est-ce que les autres ont à dire aussi. Tu remarques qu'il y a des entraîneurs aussi qui donnent ces genres de rôles, le plus grand rôle là, à de leurs joueurs pour les investir beaucoup plus dans l'équipe aussi, créer un leadership dans l'équipe. Donc c'est pas juste des conseils qui vont à une équipe sans entraîneur dans le fond, ça peut servir à tout le monde. Nathalie Gauguin sur Instagram, parce qu'on peut aussi poser des questions par Instagram. Oh, les fancy Instagram. Nous demande quelle technique que nous utiliserions sur le banc pendant nos matchs. Donc dans vos matchs, vous aviez quelqu'un sur le banc qui était un entraîneur mais qui vous connaissait pas très bien. Ça va être une expérience commune pour toutes les équipes qui n'ont pas d'entraîneur, parce qu'il va falloir qu'il y ait un entraîneur là. Pas nécessairement quelqu'un avec beaucoup d'expérience, ou peut-être quelqu'un qui vous connaît pas. T'as comme commencé à le dire tantôt, là, mais comment est-ce qu'on prépare cette personne-là? Et aussi, qu'est-ce qu'on fait sur le banc? Quelle sorte de technique qu'on a sur le banc en tant que joueur pour boucher ce trou-là? Nous autres, à Tracadie, cette personne-là, c'est sûr, on l'a briefé un petit peu pour qu'elle ait une idée de ce à quoi elle s'attaquait. Elle n'intervenait pas nécessairement beaucoup dans le banc pendant les caucus. Elle était souvent dans le banc avec nous autres parce qu'il fallait qu'on ait quelqu'un dans le banc avec nous autres. Mais la plupart du temps, elle était comme dans le fond, sur la 6e chaise, puis elle participait pas au caucus. C'était vraiment plus nous autres entre nous. Parce que, à force de travailler ensemble, c'est sûr qu'on s'était beaucoup développé une grosse chimie. On était souvent capable juste de dire un mot, puis toute l'équipe savait exactement l'impro qu'on allait faire, même si on n'avait pas un caucus préparé, on disait juste un mot, puis on comprenait toute la même idée, là. Fait que des fois, d'avoir cette personne extérieure-là pouvait plus être un handicap qu'une aide. Fait que souvent, on restait juste nous autres dans notre coin, puis la personne était sur le banc pour être avec nous, mais elle était pas nécessairement active dans le banc. C'est plus comme un preneur de notes, comme le... Ouais, c'était plus pour nous rappeler comme, peut-être cette personne-là a pas beaucoup joué, ou vraiment souvent aussi juste parce qu'il y avait besoin d'un adulte dans le banc pour qu'on puisse jouer, là, comme si c'était pas nécessairement incident sur le jeu, là. Ouais. C'est tout ce qu'on avait dans le vieux temps aussi, je dois dire, comme, je suis sûr que si quelqu'un avait une idée, quelqu'un est entraîneur pis avait une idée, il l'aurait dit. En caucus, mais j'ai pas vraiment de souvenir que les gens qui jouaient ces rôles-là pour nous autres le faisaient. Puis ça, c'était vrai même comme à l'universitaire. Là. On avait pas... quand Moncton a gagné la Coupe universitaire en 90, là, j'étais pas dans cette équipe-là, mais comme le coordonnateur de la Ligue, prenait des notes. Donc, on n'avait pas une conscience qu'un entraîneur pouvait... Parce qu'on n'avait pas vécu ça au secondaire. Je pense que c'est ça. Cette personne-là peut juste servir à ça. Même comme en 93, on a gagné la Coupe universitaire cette année-là aussi. J'étais également pas... J'ai jamais fait partie d'une équipe qui a gagné, ok. Ça, on met ça clair. Mais ça, c'est une équipe qui a gagné. Puis le coach était un joueur de la Ligue qui avait un super bel esprit sportif, de Stéphane Doucette, le cousin à Yves Doucette. Oh. Puis que j'ai revu là, au jeu de l'Acadie une couple d'années passées. Ses kids sont dans le volleyball, je sais pas quoi. Puis mais tu sais, il a passé à l'impro. C'est une bonne personne. Puis lui, tout ce qu'il allait vraiment faire, c'est comme vraiment garder le chronomètre, puis prendre des notes, puis être positif au sein de l'équipe. Il est pas là pour donner des idées. Écoute, dans ton équipe, il y aurait des gros joueurs, là. T'as pas besoin d'une autre voix. Si ton équipe vient de passer 6 mois à travailler ensemble et à s'organiser tout seul, elle a pas nécessairement besoin de cette personne-là de plus, là. Non, ça, Cette personne de plus peut facilement briser la chimie, la cohérence, c'est juste comme bouleverser les joueurs aussi, que ça les met off pour les, tu sais, les games d'un tournoi que tu dans le fond tu t'es préparé pour, ça fait longtemps. Je suis d'accord avec toi, l'attitude est comme vraiment un élément clé que moi je chercherais pour. Ouais, parce que dans ton équipe, tu devrais déjà avoir puis développer des choses comme, tu sais, un motivateur dans tes joueurs, il devrait y avoir quelqu'un qui est très motivateur. Puis que c'est cette personne-là qui est, comme c'est naturel à cette personne-là de dire, OK, gang, à l'entre-période, là, OK, énergie, là, whatever que le monde dise. Puis savoir comme comprendre assez les joueurs qui sont autour de lui pour savoir comment le dire pour pas que ça les détruise non plus. Oui. Non, c'est ça. Il y a du monde qui sont plus compétitifs que d'autres, il y en a que quand aussitôt que tu mentionnes qu'il faut en gagner, ça les tue. Comme, faut que tu comprennes ton groupe. C'est pour ça qu'un entraîneur invité pourrait être dangereux. Comme qu'un entraîneur invité, ça peut valoir la peine d'écouter ce qu'il y a à dire parce que, des fois, il va juste changer ta game. Ben, c'est pour ça tu vas faire, quand on avait un entraîneur invité, souvent, qu'est-ce qu'on faisait, c'est que pendant le match, on s'organisait par nous-mêmes, mais il participait beaucoup à notre débrief après. Puis là, il pouvait nous donner des conseils de, tu sais, vous pourriez peut-être essayer de faire plus ce site ou moins ce site.
Mais pendant le match comme tel, il intervenait pas beaucoup pour pas justement nous. Ben oui, parce que le monde ne sont pas sidetracker, là. habitués, là, C'est c'est ça. ça. Donc, t'as pas d'interférence pendant, mais là, t'as plein de conseils après. C'est C'est ça. ça que tu bénéficies quand t'as des entraîneurs. Ça fait du bon sens. C'est un bon deal à faire avec un entraîneur invité. Parce Oui. que les autres aussi, là, ils sentent. On a parlé avec des gens là, qui ont entraîné une équipe ici et là. Pis Tu connais pas l'équipe que tu es en train d'essayer Non, de coacher puis- pendant la game. Là. c'est Faut que là. tu les vois en action aussi pour pouvoir savoir comment les conseiller. Ouais, mais dans le fond, le feeling est mutuel. Là. Oui. Eux, ils sont debout là en train d'essayer de coacher, le monde ne connaissent pas, puis là, les joueurs sont en train de faire comme, ouais, lui nous connaît pas, puis nous autres, on se connaît, fait que comme, c'est facile de se dire qu'est-ce que je fais ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime pas à propos d'entraîner. C'est le banc. Parce que pour moi, c'est tout faire le travail avant, c'est ça que j'aime. Puis c'est là que ça doit se préparer. Oui. Puis une fois que ton équipe s'est jouée ensemble, ils se connaissent tellement bien, puis ils savent tellement qu'est-ce qu'ils devraient aller faire, que toi, t'es là parce qu'il y a un nom sur une feuille, là. Mais le nombre de... Puis on s'entend, là, on entraînait au niveau universitaire, là, où les joueurs sont déjà plus vieux, puis plus expérimentés. Mais moi, vraiment, c'est m'asseoir là, puis quand mon équipe fait bien, rire, sourire, comme juste être impressionné, être assis là puis être juste impressionné. Oui. Ça c'est ma thing. Fait que moi vraiment je suis juste un preneur de notes aussi dans le Ou fond. au contraire, des fois, s'il y a quelque chose qui va pas bien dans le match, cet entraîneur-là invité peut aller voir le joueur qui a de la misère puis dire c'est correct. C'est pas grave que t'as manqué un impro. T'en as d'autres que tu peux jouer. C'est pas parce que t'as manqué un impro que tu viens de ruiner le tournoi au complet. Ça doit là. aider que t'es pas investi non plus. Tu sais c'est pas ton Ouais. équipe puis t'es pas en train de comme c'est pas tes bébés là que t'as élevé là de C'est ça, là. ça fait Oh non, 2-3 ils ont ans que tu oublié. travailles avec eux Ils autres. ont oublié leur bouteille de lait. Mais je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui a une bonne attitude. Parce que quelqu'un qui a une nature plus compétitive, qui arrive là, qui connaît pas bien les joueurs, qui sait pas nécessairement comment bien consoler Oui. des joueurs, qui sont upset parce qu'ils ont perdu, qui ont fait une mauvaise impro pis tu les vois downer pendant le match, tu sais. Ça prend la personne qui est positive, qui a une belle énergie, qui a un bon travail d'équipe, dans le fond, eux aussi, Ouais. qui voit le big picture puis qui peut mettre ce joueur de côté puis qui fait comme, t'as un là dans le passé, on recommence d'ici. Ben, moi, je connais des joueurs que, mettons, ça leur dérange pas. Eux autres, ça leur dérange pas de gagner ou de perdre. Mais que quand ils perdent un impro, ils se sentent mal parce qu'ils se sentent comme s'ils ont laissé tomber leur équipe. Puis moi, c'est plus pour des joueurs comme ça que je trouve que c'est important. Qu'il y ait quelqu'un sur le banc qui est là pour leur dire c'est correct, c'est pas grave. Et ça même si c'est pas un entraîneur, ça peut être les autres joueurs. Oui. Parce que je trouve qu'une des mesures d'un succès d'une équipe, c'est vraiment quand ce que tu reviens au banc, t'as massacré un impro, tu t'es fait laver. Là. C'est pas toi qui as mal joué, souvent c'est juste l'autre joueur t'a juste enterré, tu sais, ça arrive. Ou t'as essayé de quoi pis ça a juste Ça a juste pas marché. Fait que Ça l'arrive. tu te fais laver. Tu reviens au banc, la gang au banc, tu sais, ils ont pas honte comme toi t'as honte. C'est ça. Ils ont une attitude de comme, T'es en train de C'est ça, puis Tu t'es tu tapes fait dans le dos, puis t'sais, t'as c'est ça. essayé. Oui. Oui, on va en rire, puis il faut pas jamais prendre ça comme si on se moque de toi. oui. C'est juste comme l'impro, c'est ça, là. Puis je trouve que c'est important pour les joueurs du secondaire aussi de réaliser ça, que c'est correct de manquer un impro, puis que ça l'arrive à tout le monde, puis que ça fait pas de toi un mauvais joueur parce que tu joues une mauvaise Ben, y a impro. personne qui gagne 8-0. Ben, c'est rare. Tu peux pas gagner 8-0 toutes tes games. Non. En d'autres mots, tout le monde en perd. Mais je pense que c'est pour ça que c'est important des pratiques où est-ce que tu te permets d'avoir des conversations puis de l'analyse puis tout ça parce que tu vas faire des impros pas bonnes en pratique aussi. Mhm. Les autres vont devoir réagir à ça. Il faut quand même qu'il y ait un élément de partage même dans les mauvaises impros. C'est pas tout le temps comme wouh, c'était la meilleure impro, c'était bon parce que X, moving on, là, tu sais. Il y a des mauvaises impros en pratique. Puis si tout le monde a une bonne attitude, que le voit comme une situation d'apprentissage, même en tournoi, cette attitude-là de groupe s'applique toujours. Fait que, en tournoi, tu reviens à ton banc, puis ça t'a déjà arrivé de faire une mauvaise impro, puis que ton équipe te voit faire une mauvaise impro, puis que tout le monde a cette atmosphère-là d'acceptation, puis que c'est comme, regarde, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris ça, moving on. Ça vient aussi à t'es une équipe quand tu gagnes, mais t'es aussi une équipe quand tu perds. Puis, vraiment, je dois dire que si jamais vous avez eu dans vos vies des idoles qui jouaient, tu sais, dans le vieux temps, là, si dans votre tête, là, c'est les joueurs des années 80-90, c'est parmi vos idoles, ou c'est des gens que vous avez vu jouer, que vous avez trouvé impressionnants, parce qu'ils sont très impressionnants aujourd'hui, ces gens-là, qui ont continué à jouer de l'impro. Il n'y avait pas de coach, ce monde-là. Ils ont continué à jouer sans coach. Ils ont fait beaucoup plus d'erreurs au début que t'aurais fait, que n'importe qui aujourd'hui ferait. C'est parce qu'on apprenait sur le tas. Mais c'est pas parce que t'as pas d'entraîneur que tu peux pas te développer. C'est pas parce qu'il y a pas d'entraîneur que tu peux pas être bon. Comme que tu peux avoir un entraîneur puis avoir de la difficulté. Peut-être que tu vas apprendre des leçons différentes, mais si on utilise l'exemple Andréane ou mon exemple parce que j'ai vécu la même chose, c'est dans nos mains. Tu peux pas attendre de passivement t'assire là puis recevoir ça comme qu'un enseignant t'enseigne. C'est du pratique. Oui.
Puis ça, c'est vrai même si t'as un entraîneur. Si tu pratiques pas, tu vas être plus lent que les autres. Ben ça, c'est juste les joueurs aussi qui une fois qu'ils ont pas d'entraîneur, qui subissent le plus. Parce que si t'étais un acteur passif dans la relation avec ton entraîneur te dit de quoi, tu fais ça, sans prendre le temps de faire l'analyse que Andréane a beaucoup mentionné, sans faire le temps de vraiment questionner le pourquoi, le comment, tu sais, repenser à des concepts. Tu vas être beaucoup en arrière des joueurs qui n'ont pas eu d'entraîneur. Juste parce que toi, tu as suivi des directives. Tu t'es pas activement impliqué dans ton cheminement. T'es embarqué dans un char puis quelqu'un t'a drivé. Ouais, c'est ça. Sois pas la marionnette, là. Soit le conducteur, soit pas le passager. C'est ça. Puis, ça, c'est une meilleure façon. Puis s'il y a des road signs qui te disent où aller, good, mais t'es quand même en train de conduire. T'es en train de faire l'action toi-même. C'est comme ces affaires-là, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme des bateaux vraiment longs, pis y a comme 10 personnes qui travaillent en même temps, pis il faut vraiment qu'ils soient comme une signe pour que ça marche, là. Une équipe, c'est ça. Ok, sauf ça que vous avez besoin, c'est un bateau. Ok, vous avez besoin au moins 6 à 8 rames. Faut vraiment s'appuyer sur les autres puis travailler ensemble. Si t'as pas ça, t'as rien. Puis un conseil facile pour aider des équipes, prenez le temps de regarder les règlements avant un tournoi. Ah, Ça va vous éviter d'arriver à le tournoi et de faire « Oh my god, des catégories existent? Qu'est-ce que cette chose? L'impro est en 10 secondes, qu'est-ce que cette chose? » Et je dois dire, la façon que ces règlements-là sont composés, il y a des conseils là-dedans. De comment les réussir, de comment les développer. Tu sais, c'est plus que juste des courtes descriptions. Là. Il y a de la matière. Donc, ça vaut la peine de le lire de A à Z. Ben, c'est tout le temps qu'on avait, Andréane. Mais je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez besoin de plus de conseils que ça, communiquez avec nous par voie de médias sociaux. On vous guidera dans la bonne direction, là, sans devenir pour autant vos entraîneurs. Puis lisez le blog. Le blog a des choses. C'est ça. C'est le même que je veux dire qu'on vous guiderait. Tiens, un lien. Mais on se rend toujours disponible. Je suis sûr que Andréane aussi. Oui. Fait que si vous nous connaissez moindrement, ou en tout cas, même si vous ne nous connaissez pas, on est prêt à... Les chansons que si je vois impro dans un message, je vais répondre au message même si je connais pas la personne. Voilà. Ok, maintenant, tu vas juste recevoir comme... Oh, impro, tu vas l'ouvrir puis ça va être comme un bill. Oui. C'est juste, ils veulent que tu rouvres tes courriels. Qu'est-ce que le monde fait avec leurs questions ou commentaires, Isabelle? Ben, ils peuvent nous les laisser par courriel au improvisationnb@gmail.com ou sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. On est Improvisation NB sur Facebook et ImproNB sur Twitter et Instagram. Vos commentaires sont toujours appréciés, vos questions sont toujours les bienvenues. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Andréane Basse pour s'être prête à l'exercice. Ça me fait plaisir. Merci Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. C'est toi ça. Ah, ça. Dans ma tête, j'ai entendu une musique vraiment dramatique pendant que tu parlais à la fin, là. C'est genre comme quand c'est les nouvelles à la télé, pis t'as comme le tout. C'est un petit peu le même. Attends, je vais le lire vraiment dramatiquement. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Ça, c'est juste 25 minutes de moi qui braille. OK, William Shatner.